1, 2. C'est un inventeur qui n'a jamais laissé l'émotion de côté. C'est probablement pour ça aussi qu'il a beaucoup marqué les gens et beaucoup marqué les amateurs de musique de film. Et c'est probablement le compositeur favori de beaucoup de gens qui sont très versés dans la musique de film. People ask you what's your favorite or what you're proud of, and I say I haven't written that one yet. We can honestly say that's the best I've ever done. Because I think that takes something away from us. We always want to try to be better. And that's what makes being an artist fun. C'est en 1929, à Los Angeles, que naît et grandit Gerald Goldsmith. Sa mère est institutrice et son père ingénieur. Dès ses 6 ans, il l'encourage à suivre des leçons de piano. Gerald n'est pas très sportif, mais va très vite créer un lien intense avec la musique. Ses amis le surnomment Jerry, un surnom qui ne le quittera plus. Désireux de devenir pianiste professionnel, il développe sa formation théorique avec Jacob Gimpel, qui restera à ses yeux son meilleur professeur. D'autres enseignants prennent ensuite le relais, tels que Mario Castelnuovo Tedesco, connu pour avoir plus tard également donné des leçons à des compositeurs comme Henry Mancini ou John Williams. En plus de son apprentissage de la musique, Jerry avait pour habitude d'aller 2 fois par semaine au Limerick Theatre pour y voir des films. C'est là-bas qu'il vit à 16 ans un film d'Alfred Hitchcock qui va changer sa vie, La maison du docteur Edwards. I fell in love with 2 things in the movie. The star, who was Ingrid Bergman, I was going to marry her. And the music, which was by Nicholas Rocha, the picture was spellbound. I said I had to be that's what I was going to do. I was going to write music for movies. So I got to have my wish. Cette musique, par son sens du romantisme et son utilisation pionnière du thérémine, va faire grandement écho au style du futur compositeur. Au début de ses études, le jeune Jerry découvre que ce même Miklos Rosa donne des leçons musicales à l'Université de Californie du Sud. Il décide de suivre ses cours, mais ne retiendra malheureusement que la personnalité mégalomane du compositeur, qui avait trop tendance à mettre en avant ses propres œuvres dans ses cours. Le reste de la formation ne faisant que reprendre les bases théoriques déjà acquises avec ses professeurs dans son enfance, il décide naturellement de quitter l'université et de suivre une formation au Los Angeles City College qui offrait un enseignement plus pratique. Bien que lui permettant de se faire les dents sur des projets musicaux concrets, Jerry apprend une vision plus contemporaine et avant-gardiste de la musique, notamment avec son professeur Ernst Krenek, qui va jusqu'à jeter une de ses compositions par la fenêtre, la jugeant trop académique. Jerry a alors 19 ans. En 1950, il est embauché grâce à un ancien camarade de classe pour pianoter non pas sur un piano, mais sur une machine à écrire dans les bureaux de CBS. La firme dispose à l'époque d'un large réseau de radio, mais commence depuis peu à se tourner vers la télévision. Tout en gravissant les échelons au sein de l'administration de CBS, Jerry consacre une bonne partie de son temps à l'écriture musicale pour l'émission de radio des employés. C'est 2 ans plus tard qu'il commence à faire ses premiers pas professionnels dans la conception musicale de génériques qui le contraint à utiliser des sons de banque sonore préenregistrés sur vinyle. Il doit fournir de la musique de librairie par needle drop, c'est-à-dire en utilisant plusieurs platines en simultané pour créer des morceaux. DJ Jerry, quoi. Très vite, les ambitions du jeune musicien surpassent le matériel à disposition. Il utilise de plus en plus de platines, parfois jusqu'à 8, ce qui nécessite la présence de plusieurs techniciens. Il invite les producteurs et les réalisateurs qu'il commence à bien connaître à plutôt faire appel à de vrais musiciens. Au milieu des années 50, CBS produit de plus en plus de séries télévisées. Jerry est amené à travailler sur certaines d'entre elles. 2 se révéleront très importantes pour sa carrière, Climax puis Playhouse 90. Ces 2 séries de fiction ont pour particularité d'avoir plusieurs épisodes tournés et diffusés en direct, musique compris. Jerry écrit alors pour un orchestre d'une 15aine de musiciens et se doit de diriger sa musique de la manière la plus synchrone possible avec les acteurs.
ce qui comprend bien entendu son lot de problèmes avec la diffusion en direct. One scene was a big build-up to the end of an act. It ran about a minute and a half, and the actress, who should be unnamed, blew the whole thing. I mean, it was a minute and a half. It was like 4 seconds. And I was, this big build was coming in the music, and I just started, and I heard the director yell, "Black, black, black." And so I'm in the middle of it, so I just said, "Cut," I just stopped the music. Pour pallier à ces problèmes, l'apprenti compositeur est contraint de créer des portes de sortie dans ses partitions. Il lui arrive également d'écrire de nouveaux morceaux en urgence durant les répétitions quelques heures seulement avant le direct. Mais Jerry adore ça. Ce challenge constant qui l'oblige à écrire sous pression l'unit dans un foisonnement créatif à toute l'équipe. I was learning like everybody else, and I developed, hand signals to the orchestra, cut, go to the letter B or whatever it was, keep going over and over again. C'est également sur Playhouse 90 qu'il rencontre plusieurs réalisateurs comme John Frankenheimer ou Franklin Schaffner qui deviendront de futurs collaborateurs. Et pour l'anecdote, lors de sa rencontre avec Schaffner sur l'épisode The Right Hand Man, un jeune pianiste du nom de John Williams est présent au casting. Il a démontré quelque chose d'essentiel à Hollywood. La première règle, c'est de prouver qu'on est capable de faire ce qu'on te demande. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais par contre, à part montrer qu'il était capable de faire le job et qu'il le faisait bien et qu'il avait du talent, il ne se démarquait pas plus que ça des autres compositeurs qui travaillaient pour les mêmes séries. Au début de sa carrière, Jerry travaille sur une très grande quantité de séries en même temps, quitte parfois à s'épuiser à la tâche. It was sort of stupid. I mean, but you stop and think that when you're 23, 24 years old, I mean, none of it matters. I mean, you can do anything. Ses expériences sur la télévision en direct lui permettent de rencontrer Rod Serling et des scénaristes de la future série à succès, La 4e Dimension. Il est amené à participer à plusieurs épisodes au début des années 60. Dans ces épisodes, on retrouve vraiment déjà toutes les bases, toutes les petites graines du style de Goldsmith. Jerry Goldsmith apprécie beaucoup le travail de Bernard Herrmann, qui a récemment fait trembler le monde avec sa musique pour Psychose. Herrmann compose également certains épisodes de la série, mais ne tient pas son collègue en haute estime. Pour lui, le jeune homme n'a aucun avenir. Mais inévitablement, Jerry Goldsmith est amené à écrire pour le cinéma. Son premier long métrage au cinéma, c'était un western qui s'appelait Black Patch, qui est un tout petit film. Mais Goldsmith a aimé le western, il en a fait beaucoup et il y a trouvé un mode d'expression qui lui correspondait bien en fait. Il a vraiment trouvé une autre voie qui n'était ni celle du classicisme ni celle du western spaghetti. Malgré les grandes envolées orchestrales pour lesquelles Jerry Goldsmith se fait déjà un nom à Hollywood, un autre visage radicalement différent est déjà présent lorsqu'il compose Freud de John Huston. Dans ce film, qui lui vaudra sa première nomination aux Oscars, Jerry utilise des instruments électroniques associés à l'orchestre. Un choix très moderne et audacieux pour l'époque, et un procédé qui deviendra essentiel à sa discographie au fur et à mesure des années. I've always been interested in electronics. It's something I started with actually on Freud. It maybe went beyond what the acoustical instruments were capable of doing. I was fooling around all the time with slowing tracks down and manipulating it in various ways. And so to me, it's just sort of a natural evolution. It's not there to replace the orchestra by any means. Jerry Goldsmith montre une soif d'originalité et d'inventivité. Il aime quand une œuvre le pousse à sortir des sentiers battus, ce qui l'amène à travailler sur plusieurs thrillers tels que Church Treatment, pour lequel il se permet de rendre hommage à Miklos Rossa en utilisant un thérémine. Et en 1968, un projet lui permet d'écrire une des œuvres expérimentales réputées comme une des plus emblématiques du cinéma.
connaissait déjà Franklin Schaffner, il y avait déjà une grande confiance entre les deux, et du coup Schaffner l'a laissé libre de faire absolument ce qu'il voulait sur la planète des singes, et il a fait rentrer dedans tout ce qui correspondait à son apprentissage en fait. On passe de Schoenberg à Stravinsky, à Bartók. Il a ressorti ça par une composition extrêmement expérimentale qui fait appel à des instruments qui ne sont pas des instruments traditionnels. And I discovered that stainless steel mixing bowls had two very distinct, beautiful sounds. I just played a bunch of them real fast for Jerry, and he loved it. Mais il a aussi déformé les instruments de l'orchestre classique, par exemple les cuivres, il les a fait jouer en retournant l'embouchure pour donner un son différent. Alors je dirais pas que c'est le premier à expérimenter parce que c'est pas vrai, mais que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu sur un film de ce genre-là. La collaboration avec Franklin Schaffner se poursuit au début des années 70 avec le film Patton, pour lequel il compose 2 marches militaires identifiables. L'aspect symphonique plus standard par rapport à la planète des singes ne l'empêche pas de fournir des expérimentations orchestrales notables. Chez Goldsmith, on n'est toujours pas dans la dissonance pure, mais à la frange de la dissonance. Comme le personnage du film est quand même très borderline, la musique joue aussi sur ce terrain-là. Goldsmith a utilisé un accessoire qu'on appelle l'écoplex, qui est quelque chose qui est utilisé sur les trompettes de Patton. C'est presque un écho du passé qui vient d'un autre âge de l'histoire. Dans un autre registre, Papillon et sa valse à la française donnent un aspect plus romantique, mais non moins original. Le cœur de la musique est vraiment presque mélancolique. L'accordéon rappelle toujours la période où le héros vivait en France avant d'être envoyé au bagne. Et donc c'est un petit peu comme Patton, l'accordéon est un écho aussi du passé du personnage. Ces 2 nouveaux films avec Schaffner se démarquent par l'utilisation parcimonieuse de la musique, qui ne dépasse pas 30-40 minutes, pour des films de presque 3 heures. De même pour Chinatown, un film qui lui tient particulièrement à cœur de par son atmosphère qui lui rappelle son enfance à Los Angeles. A film composer is subduing your ego because you have to realize that you're going to get trampled on by sound effects, by dialogue, by indiscriminate cutting. I mean, anything that can destroy, a lot of things are to destroy the structure of your music. And if you're not prepared for this, as Coppola says, you better stay home and write your symphonies. In Chinatown, it didn't have much more than 30 minutes. It's fun to write an hour of music, but even my own scores, I sometimes feel that there's too much of it in the picture, and then it loses its effectiveness. You know, music is the last thing down the road. They've tried everything. There's nothing much more they can do unless they want to spend a few $1 million and go back and reshoot. C'était d'une manière générale l'approche qu'on avait assez souvent à Hollywood à l'époque, ce qui fait que l'impact de la musique en était décuplé, puisque dès qu'elle intervenait, on remarquait et on se disait qu'elle avait un sens. Il avait aussi beaucoup d'intérêt pour les musiques du monde. Et donc, il ne ratait jamais une occasion d'aller se renseigner et puiser dans les différents idiomes musicaux pour nourrir sa propre composition. Et donc, pour Le Lion et le Vent, il est allé chercher tout ce qu'il pouvait trouver comme info sur la musique marocaine, sur les rythmiques qui sont utilisés là-bas, sur les sons, sur les instruments. Et il a intégré tout ça dans une écriture qui est toujours prioritairement orchestrale. Le résultat est un score absolument fou en termes de rythmique. Je crois que personne à Hollywood à l'époque n'écrivait avec des rythmes aussi complexes que ceux que Goldsmith arrivait à mettre sur le papier. Cette agressivité atteint un nouveau sommet en 1976, avec le film de Richard Donner, La Malédiction. With the producer, the director, once was in The Omen,
I was driving out to the studio not to see it. They hadn't started shooting yet. And so he says, what do you hear in the music? And, you know, big me, I said, voices. It's a great idea. And 6 months later, when I came back to do the film, he said, love that idea, the voices, I can still hear them. I said, oh my God, what did I get myself into? Et donc 15 jours avant les sessions, ils se retrouvent. Et Hervé Bernard lui dit, alors je suis impatient de savoir ce que tu as écrit pour les chœurs. Et là, Goldsmith avait complètement oublié qu'il avait dit qu'il ferait un truc avec des chœurs. Et il l'a fait un peu à la dernière minute. Le résultat donne plutôt l'impression que ça a été longuement réfléchi, mais il n'avait pas besoin de ça. Sa musique est nommée aux Oscars face à 2 partitions du grand Bernard Herrmann, qui n'est pas présent à la cérémonie pour cause de décès. Autant dire que les chances d'obtenir la récompense semblent bien minces pour Goldsmith. And I remember when I started working on the picture a month later, and Harvey kept saying, you're going to win an Academy Award for this. This is going to be an Academy Award. I said, come on, Harv. I mean, this is a horror picture. Nobody goes... And I guess I was wrong. Jerry Goldsmith for The Omen. Il s'agit du seul Oscar de sa carrière. And the Piper's dream did come true, dear Carol. Thank you. Le projet lui permettra de faire la musique des 2 suites, dont le 3e volet, sorti au début des années 80, conclut la trilogie avec une intensité chorale mémorable qui fera écho à de futures grandes partitions qu'il composera par la suite. Malgré la puissance et la violence extrême que la musique de Jerry Goldsmith est capable de transmettre, c'est une toute autre facette de sa création qu'il affectionne particulièrement. Une facette au premier abord difficile à deviner, mais qui est pourtant centrale dans sa musique. En fait, il réagissait toujours de manière émotionnelle avant de tomber dans le cérébral. En fait, il disait toujours que s'il commençait à réfléchir à ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un problème. For me, I have to see a picture completed. Because I like to react to a film like an audience. I mean, I'd like to be one of the people who pays $7 or whatever it is, goes sees a movie and sits back and have a good time. And so if I can see a film that way, then I react like an audience does. And that's where I get my feelings from. A script doesn't tell me that much, because the director hasn't put his imprint on the film yet. C'est en voyant les scènes des films que la musique venait pratiquement toute seule en fait. Goldsmith, c'était vraiment comme ouvrir un robinet et ça sortait comme ça. Ça y est, on est parti sur Star Trek là. En fait, Goldsmith a abordé Star Trek presque comme si c'était un film maritime, un film de pirates, avec des galions qui vont voguer sur les flots. I've always felt Star Trek as being very romantic, very lyrical. Et à côté de ça, il y a énormément d'expérimentation sonore, une fois de plus, puisque dès qu'on va dans l'espace, on part dans les effets spéciaux les plus délirants pour ce qui est du film, et dans une musique qui a donc utilisé toutes les ressources de l'orchestre, mais aussi de l'électronique, qui était enregistrée toujours pendant les sessions, et entre autres un instrument qu'on appelle le blaster beam. Le son du blaster beam est en plein dans l'ADN du film. C'était une production extrêmement chaotique. Le résultat est absolument superbe, mais derrière ça, ça a été compliqué. En réalité, la moitié de la bande originale est écrite sans images. Les séquences à effets spéciaux n'étant pas terminées, des cartons indicatifs sont placés provisoirement. Goldsmith est alors forcé de faire preuve d'imagination. La musique est constamment réécrite à mesure que les scènes sont finalisées. La création du score aura nécessité plus de 20 semaines de travail.
La dernière session d'enregistrement se termine un samedi à 2h du matin et le film est projeté en public dès le jeudi suivant. Malgré la difficulté de la tâche, Jerry Goldsmith a été enthousiasmé par l'expérience. Aux côtés de l'équipe technique, il avait l'impression d'être avec ses compagnons d'armes et de revivre ses premières émotions de l'urgence des plateaux télé. La même année, sort un autre grand film de science-fiction qui deviendra son œuvre la plus connue et acclamée. À l'opposé de Star Trek, l'espace est très sombre et très inquiétant, et c'est vraiment ça qu'il est allé chercher pour Alien. Il voulait être le plus à l'opposé possible de Star Wars. Alien est un modèle d'avant-gardisme, utilisant des techniques sonores inédites, des instruments rares venus du monde entier, accompagnés d'un très grand travail de réverbération. En l'occurrence, l'électronique est réduite à son minimum pour maintenir un aspect organique, retranscrivant une violence manifeste. Il y a beaucoup de moments d'agressivité intense chez Goldsmith. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'aimait pas la violence. Il voulait faire le moins possible de films violents. Bon, il a échoué à ce titre-là, parce qu'il en a quand même fait beaucoup. Et d'ailleurs, sur les films d'horreur, les scènes de meurtre avec du sang, il était comme ça, en fait, il ne regardait pas. I was absolutely terrified. Yeah, I kept saying, it's just a movie, and it really scared the shit out of me, to be really honest. I mean, I was terribly frightened with it. Et à côté de ça, il y a dans sa musique une violence, une brutalité, une rage. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est constant du début à la fin de sa carrière. Mais l'expérience se révèle très perturbante pour le compositeur. I always think of space as being the great unknown, and not as terrifying, but questioning, and so there's an air of romance about it. And I guess I approached Alien that way, play the whole opening very romantically and very lyrically, and then let the shock come as the story evolves. In other words, don't give it away in the main title. So I wrote this very nice main title. It didn't go over too well. Really, I had major disagreements over that. So then I subsequently wrote a new main title, which was the obvious thing, weird and strange, and which everybody loved, and I didn't love, and it was very interesting. Consequently, the original one I wrote took me like a day to write it, and the alternate one took about 5 minutes to write. Le monteur Terry Rawlings, le réalisateur Ridley Scott et la production n'ont cessé de réarranger ses musiques. Ce qu'il écrivait pour une scène pouvait être déplacé, voire totalement supprimé. Pour Goldsmith, la production a véritablement ruiné son travail. Il avait une mécanique qui faisait que tout était en place dès le départ et qu'il savait exactement où il voulait aller. Et le fait d'avoir tout changé a complètement cassé cette structure. Donc c'est compréhensible qu'il ait été frustré. Entrons maintenant dans les années 80, qui constituent sûrement une des décennies les plus inventives de la carrière de Jerry Goldsmith. Il compose pour la trilogie Rambo 3 bandes originales très ambivalentes, d'une part pour l'aspect musclé et testostéroné des morceaux d'action, mais aussi pour son thème soulignant la personnalité complexe du vétéran meurtri, John Rambo. Il écrit également une œuvre symphonique et chorale pour son tout premier film d'animation, Le secret de Nîmes de Don Bluth, où à l'instar de Star Trek, les images, les dialogues et les bruitages ne sont pas toujours disponibles au moment où il doit composer. Mais cette décennie marque surtout sa rencontre avec Steven Spielberg, alors producteur de Poltergeist. Il fait appel à Jerry Goldsmith, dont il admire le travail. John Williams étant trop occupé alors, il faisait juste E.T., veuillez l'excuser. Jerry Goldsmith ne rencontre jamais le réalisateur officiel du film, Tobe Hooper. En réalité, il entretient un rapport privilégié avec Spielberg, très investi dans le développement du projet aux allures d'un film d'horreur. Working with Spielberg is a treat because he loves music so much and values it so much, and it's a very close collaboration with him. He's involved practically with every note you write. Everyone considered it to be a scary picture. I never thought of it. We both looked at it as a love story, though. Love between the family and the child, and that's what
held them together to overcome the spirits. Au-delà des moments de terreur pure, ce sont les séquences émotions toujours très chères aux compositeurs qui sont mises en avant. Il en est de même dans sa suite, sortie 4 ans plus tard. Cette influence spielbergienne est également très présente dans Psychose 2, la suite du classique d'Alfred Hitchcock. À l'inverse de la brutalité du score de Bernard Herrmann, Goldsmith écrit un thème très mélancolique pour Norman Bates, représentant sa souffrance psychologique. En 1983, Spielberg refait appel à Jerry Goldsmith pour mettre en musique les 4 segments du film La 4e dimension. Plutôt qu'un retour aux sources, c'est en réalité une nouvelle opportunité de varier les styles en fonction de la personnalité du réalisateur de chaque segment. La bienveillance du court-métrage de Spielberg, par exemple, lui permet de proposer un thème attendrissant, à l'inverse de la brutalité paranoïaque du segment de George Miller. Mais le film marque surtout sa rencontre déterminante avec Joe Dante, le réalisateur du 3e segment pour lequel Jerry Goldsmith développe une ambiance humoristique malsaine, renforcée par de multiples bruitages de cartoons. Et ce qui s'est passé, c'est que Spielberg a délégué et a confié la gestion des sessions d'enregistrement à Joe Dante. C'est à ce moment-là qu'ils se sont vraiment rencontrés et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de choses en commun, à commencer par un sens de l'humour très grinçant, on va dire. Joe Dante avait placé en guise de référence dans son montage des musiques de la série originale composée par Bernard Herrmann. Même si cela avait agacé un tantinet le compositeur, Joe Dante n'hésitera pas une seule seconde à refaire appel à Jerry Goldsmith pour son film suivant, qui signa le contrat avant même de pouvoir voir les premières images du film. Il écrit alors un de ses plus célèbres thèmes. Ils étaient parfaitement complémentaires et c'est très naturel pour Joe Dante. Il l'a toujours dit, une fois qu'il a rencontré Goldsmith, il ne voulait plus personne d'autre. Et il l'a pris même pour tous ses projets, y compris par exemple un épisode d'Amazing Stories, la série encore une fois produite par Spielberg. L'épisode de Joe Dante, c'est Goldsmith qui fait la musique. Dante propose initialement à Goldsmith de s'inspirer de la musique tragicomique de « Mais qui a tué Harry », toujours de Bernard Herrmann. Vous l'aurez deviné, ça ne va pas faire énormément plaisir à Jerry. Mais l'anarchie du film l'amène à se lâcher véritablement en poussant les expérimentations sonores le plus loin possible, dans ce qui se révèle être un de ses scores les plus extravagants. Que ce soit par les reprises lugubres des chants de Noël aux cloches ténébreuses, ou encore la création d'un motif sonore s'apparentant à un miaulement de chaton qui se transforme peu à peu en un cri agressif de vieux matou. Joe Dante et Jerry Goldsmith semblent sur la même longueur d'onde. Il va même lui proposer une courte apparition à l'arrière-plan dans le film. Ça fait partie des blagues de Joe Dante. Dans le premier film, il est pas tout seul d'ailleurs, il y a Spielberg aussi dans la même scène. Et du coup, il est revenu dans le deuxième, il a une ligne de dialogue, puisqu'il dit... What's going on here? Did you say they're rats? Et qu'il est avec sa femme. Les deux hommes se retrouvent pour Explorers. Joe Dante recommande de prendre comme modèle une musique mélancolique provenant de la série La 4e dimension. Elle est composée par Bernard Herrmann. Joe trouvait en effet que le film abordait l'histoire d'une déception. L'idée que ce qu'on cherche dans l'univers n'est pas forcément ce que l'on espère. Jerry propose alors une musique à l'exact opposé. Il compose 2 thèmes principaux. Le premier représentant l'aventure dans ce qu'il y a de plus enthousiasmant, et le second purement lyrique pour l'aspect plus poétique du voyage. Il était à l'écoute, mais il poussait un peu plus loin la conscience professionnelle. Il essayait toujours d'apporter ce dont le film avait besoin. Et s'il y avait conflit avec les instructions du réalisateur, il essayait quand même de mener son idée au bout pour essayer de le convaincre.
C'est ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs. Joe Dante était très content du résultat sur Explorers. When a composer works with a director for the first time, it's like a boy and girl going out for their first date. Everybody wants to be very polite and make sure they don't hurt anybody's feelings, and they say the right thing and do the right thing. And after you've worked a couple times with a director, you feel freer, you know him. You say, well, I don't like that, or he'll feel, well, I don't like that, or something. You'd be more honest with each other. Malgré le manque de temps pour les finitions du film, Explorers marque une étape importante dans la relation de confiance entre Jerry Goldsmith et Joe Dante. I've seen a different side of Jerry over the past 10 years. I've seen him through several hairstyles and belt sizes and musical technologies. When we started working together, he'd play everything on the piano. Then we went through a stage where he had so much electronic equipment you could hardly get in the room. Through all of this, his most important concern has always been, how can we make the movie better? Cette manière d'aborder les années 80 avec une dose très généreuse de synthé le différencie des compositeurs plus classiques de l'époque. À l'origine, ce devait être Jerry Goldsmith qui devait retrouver Richard Donner avec Superman après le grand succès de La Malédiction, mais son emploi du temps l'oblige à se faire remplacer par John Williams. Cependant, Goldsmith aura comme lot de consolation Supergirl, où il rendra hommage au score de John Williams tout en apportant son propre style typique des années 80. « 1985 marque les retrouvailles entre Jerry Goldsmith et Ridley Scott, après l'aventure difficile mais fertile d'Alien. Il met alors en musique son ambitieux film de fantasy Legend. Un projet colossal dont l'ambition, le budget et sa célébration du merveilleux ne peuvent le pousser qu'à relever le défi. Goldsmith a fait un peu son Daphnis et Chloé à lui. C'est un score absolument extraordinaire en termes d'évocation du merveilleux, du fantastique, avec tous les moyens à sa disposition, c'est-à-dire qu'on a énormément de parties synthétiques. C'est presque un des sommets de sa carrière en fait. Contrairement à Alien, où Ridley Scott était extrêmement peu disponible et avait très peu de contact avec Goldsmith, là, il avait vraiment envie au départ de rattraper le coup. Et donc ils ont travaillé de manière très étroite pendant une longue période avant même que le tournage commence. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme sur Alien, en fait, le monteur, toujours Terry Rawlings, a commencé à ne pas prendre certains des morceaux, à les remplacer par autre chose. Et ça, c'était pour la version européenne du film, puisque pour la version américaine, ils ont carrément viré la musique entièrement pour remplacer par une composition du groupe Tangerine Dream. Et c'est sur cette nouvelle œuvre majeure que la collaboration à la fois riche et tumultueuse entre Ridley et Jerry s'achève. En 1986, Goldsmith compose pour un film sur le basketball très apprécié aux États-Unis, Hoosiers. Goldsmith a utilisé des sons de balles enregistrés sur le sol d'un gymnase, des sons percussifs supplémentaires pour un rendu très 80s. Well, here was a film set in the early 50s, and the music itself was of standard symphonic fare, but peppered with a bit of the pop idiom from today. You keep asking why do I do certain things, or what's my approach, and my approach is really, there are no rules, it's what I feel. I mean, I can't intellectualize what I do. It's what my instincts tell me to do and how I'm moved by the film and the dramatic situation and the emotions. And that's what I'm moved by. Goldsmith n'a jamais respecté vraiment ni la chronologie ni la réalité historique. Quand il a fait Under Fire, par exemple, il a utilisé de la flûte de Pan. Donc non seulement la flûte de Pan en termes de sonorité lui convenait pas tout à fait, donc il a fait fabriquer les siennes pour l'enregistrement avec des tubes en PVC. Mais en plus de ça, le film se passe au Nicaragua et la flûte de Pan c'est dans les Andes, donc c'est pas du tout le même endroit. Il n'y a pas de flûte de Pan au Nicaragua.
Il n'a jamais cherché à respecter ce genre de géographie ou de chronologie historique. C'est le résultat qui compte en fait. And then I sat here for about a week with about 3 records of Andean and Chilean music, just playing it non-stop all day long, and just sitting here and playing solitaire, listening to this music, and sort of, I'll get this yet. Because it's quite alien to me, and sort of by osmosis, I absorbed this music. En 87, Jerry Goldsmith retrouve son vieil ami Franklin Schaffner une ultime fois sur le film Lionheart, pour lequel il écrit une nouvelle grande musique symphonique agrémentée de sa touche électronique. 1, 2, take 1. Okay? We didn't take it. There you go. La disparition de Schaffner affectera grandement Jerry Goldsmith. Il s'agissait pour lui d'une de ses collaborations les plus riches, et ils étaient profondément amis. Franklin Schaffner, I did 7 films with him, and he was wonderful. He somehow, in very few words, can convey what he was feeling and what he hoped that I would feel. There are special circumstances in life where you stumble upon a collaborator and discover communication. And that's why all of us, I guess, in this business tend to, once we have found that person with whom we can communicate so perfectly, and usually in short strokes, that you tend, therefore, to use those people again and again. I have this relationship with Jerry, he has it with me, this wonder of being able to communicate. Les années 80 ont été pour Goldsmith d'une créativité débordante, sans cesse renouvelée par la variété des films pour lesquels il a travaillé. Il a trouvé dans le cinéma de genre la liberté d'expérimenter de nombreux registres, tout en perfectionnant son usage du synthétiseur. Toujours très à l'aise dans le genre de l'action, c'est en 1990 qu'un nouveau film le pousse à réinventer son propre style. Total Recall, c'est un peu le template, le modèle du score d'action des années 90, qui a été la base de beaucoup d'autres compositions de Goldsmith d'ailleurs dans cette même décennie, mais aussi de plein d'autres compositeurs. En fait, ça a influencé beaucoup de gens. Il était arrivé à un stade surnaturel de fusion entre l'électronique et l'orchestre, et avec une écriture pour cet orchestre d'une précision affolante en fait. Il y avait un nombre d'idées rythmiques, d'idées mélodiques, d'orchestration absolument inédites qui se sont cristallisées dans Total Recall. Paul Verhoeven est un réalisateur qui prend la musique très au sérieux. Son exigence pousse Jerry Goldsmith à se surpasser avec Total Recall. Paul and I work very well together because Paul can talk to me in intellectual and emotional terms, because you can't verbalize music. How does one describe the color red? Les deux hommes se retrouvent 2 ans plus tard sur le thriller Basic Instinct, qui se révèle encore plus difficile selon Goldsmith. L'aspect sensuel teinté de romantisme glacé sort le compositeur Fleur Bleue de sa zone de confort. Goldsmith a eu énormément de travail sur Basic Instinct. Il a écrit, réécrit et jeté, réécrit son thème pendant des semaines, peut-être même des mois, avant d'arriver à une version qui soit satisfaisante pour le réalisateur. Basic Instinct is sort of legend now with Paul and me. Many times it's probably the most difficult score that I've ever written. It was that difficult because Paul made it so. It's one of the best things I've ever written, and I give Paul credit for it all the way along. The music of Jerry is phenomenal. I mean, I think that's one of these movies where music and film cannot be separated anymore from each other. Mais Jerry Goldsmith
est toujours à la recherche de films plus humains et romantiques. Voulant absolument composer pour la Maison Russie, et n'étant pas le premier choix de son réalisateur, il le sollicite personnellement avec la ferme intention de le convaincre qu'il est la bonne personne pour mettre en musique ce film. Goldsmith renoue alors avec le style romantique qu'il a sublimé dans les années 70. Sean Connery was an amateur jazz musician, maybe some jazz influence in the score. And I said, yeah, that's not a bad idea. Sean Connery est un des rares acteurs avec lequel Jerry Goldsmith a gardé un contact amical. Sean lui aurait même dit « Il y a quelque chose que vous avez que je veux, vos cheveux ». Le rêve se réalise d'ailleurs en 92 avec Medicine Man où Sean Connery se retrouve affublé d'une magnifique queue de cheval, l'atout-charme du Jerry des années 90. C'est d'ailleurs pour Medicine Man qu'il compose un nouveau score exotique accompagné d'un très grand thème en hommage à la beauté de la nature amazonienne. But I know that I was struggling for a theme, for a love theme on Medicine Man for 2 weeks, and I was writing the score, but I was getting down to the point where I had to get the love theme because I was running out of stuff to write. I had to start approaching it. I didn't know what to do. I'd written theme after theme after theme and didn't like it. And I finally went paging through all this scrap paper that I'd written these things down. I said, wait a minute. Like the first thing I'd written, I said, there it is. It's been sitting there for 2 weeks. Ça correspondait effectivement au genre de film qu'il voulait faire à l'époque. Il voulait un peu s'éloigner justement de Total Recall. Pour lui, il avait atteint un peu son sommet avec Total Recall en termes d'action. Il n'avait plus tellement envie d'en faire. L'histoire nous a démontré qu'il en a encore fait pas mal. Dans le domaine de l'action, il est difficile de ne pas mentionner son impressionnante composition pour First Night. Là, on revient plutôt à une musique comme Lionheart, où on est vraiment dans le grand conte épique de chevalerie avec des chœurs, qu'il a pourtant composé en un temps absolument ridicule, puisque c'était Maurice Jarre qui devait faire la musique au départ, qui s'est fait dégager. Goldsmith travaillant très bien, étant très à l'aise avec des délais réduits, et ne sacrifiant pas pour autant la qualité, s'en est plus que bien sorti sur First Night. De même, sur Air Force One, Jerry Goldsmith remplace Randy Newman en écrivant une bande originale en seulement 12 jours. Le compositeur, épuisé par l'expérience, se jure alors de ne plus jamais s'atteler à un film à la dernière minute. À noter que la musique d'Air Force One a été reprise lors de la victoire présidentielle de Donald Trump. Get off my plane. Goldsmith compose également en 95 et 96 2 scores liés au continent africain. Tout d'abord, Congo, avec le chanteur Lebo M, qui a déjà œuvré sur les vocalises du Roi Lion un an plus tôt. Mais c'est surtout L'ombre et la proie, qui fait preuve d'une large diversité et qui marque par son côté tribal. The Ghost in the Darkness est beaucoup plus brutal, plus primal, puisqu'on suit une histoire de lion tueur. Goldsmith s'est fait le plaisir de multiplier la brutalité des lions avec une musique pour orchestre avec énormément de percussions et des voix samplées. Le résultat est tout à fait saisissant, très très efficace à l'image.
Loin de se reposer sur ses lauriers, les années 98 et 99 sont propices aux compositeurs vétérans de presque 70 ans. Il fournit en 2 ans 4 scores d'une intensité redoutable, à commencer par son deuxième et dernier film d'animation, Mulan. C'était le gros film Disney de l'année, à une période où Disney était en plein essor. Ça se passe en Chine, donc Goldsmith a eu l'occasion d'incorporer des éléments de musique chinoise dans le score. Outre les passages d'action, c'est probablement la scène où Mulan se coupe les cheveux qui reste le plus en mémoire auprès des spectateurs sur le plan musical. You know, I've made my career by doing the don'ts. When one expects a certain mood or a certain direction from the music, I try to go a different direction, not particularly because I think that audiences want to be surprised, I think, you know. En effet, dans cette scène où Mulan désobéit délibérément à son père, Jerry Goldsmith insuffle à sa musique, majoritairement classique, un souffle de liberté contemporaine, par le biais de sonorités pop, comme si la musique bravait également un interdit en créant un anachronisme qui... Non, la scène où Mulan se coupe les cheveux et où on a un segment musical qui est très différent du reste, avec des éléments pop, une batterie électronique, etc., c'est pas le choix de Goldsmith, en fait. Il avait composé quelque chose qui était tout à fait dans le ton du reste, 100% orchestral pour cette scène-là, et c'est la production qui lui a demandé de faire une version alternative, mais c'était pas le concept de Goldsmith de départ. D'accord. Ouais. Après, il y a eu le Small Soldiers, donc il a retrouvé son vieux comparse Joe Dante, et comme à chaque film avec Joe Dante, il s'amusait comme des petits fous, et Small Soldiers, c'est pas une exception. Et c'est un score d'une vitalité assez extraordinaire pour un monsieur de son âge, mais c'est pas le seul qu'il avait dans la poche à cette époque-là, puisqu'il a enchaîné juste après sur La Momie. Goldsmith a retrouvé le souffle de la grande aventure. Une obligation qu'il avait à partir de la moitié des années 90, peut-être même toutes les années 90, c'est que le mixage sonore était devenu beaucoup plus détaillé. Et donc il y avait beaucoup plus d'effets sonores, beaucoup plus de pistes et beaucoup plus de choses qui se mettaient dans le chemin de la musique, qu'on entendait de moins en moins en fait. Et donc Goldsmith savait qu'il fallait qu'il aille le plus loin possible, le plus fort possible, le plus présent possible pour que la musique soit audible dans le film. Et du coup sur La Momie, il s'est lâché complètement. Et le résultat pour l'auditeur est quand même assez réjouissant. Enfin, pour le 13e guerrier, Jerry Goldsmith enfile son casque de viking pour composer un thème solennel surpuissant dans le pur esprit de ses scores des années 90. Il est arrivé sur le 13e guerrier, non pas parce qu'il avait travaillé avec McTiernan précédemment, puisque ce n'est pas McTiernan qui l'a fait venir. McTiernan s'est fait sortir du film par le producteur et auteur du livre Michael Crichton. Et donc quand Goldsmith est arrivé, McTiernan n'était plus là déjà. Et Goldsmith est arrivé un peu à la rescousse au dernier moment pour remplacer la partition du compositeur choisi par McTiernan, qui était Graham Revel. Il sortait de La Momie, on retrouve une certaine atmosphère similaire entre les deux. On sent que les deux ont été faits vraiment à la même période, l'un après l'autre, mais il y a un côté tribal beaucoup plus marqué chez le 13e guerrier. C'est quelque chose qu'il a fait vraiment en 2 ou 3 semaines, quoi. Donc le résultat est assez sensationnel pour quelqu'un qui en plus, contrairement aux compositeurs d'aujourd'hui, ne travaillait pas avec une armée d'orchestrateurs. Il en avait un,
2 maximum. Les retours qu'on a pu avoir sur les gens qui ont travaillé avec Goldsmith précisent bien que la paternité des œuvres est vraiment chez lui, puisque les sketchs qu'il donnait aux orchestrateurs étaient tellement détaillés que, un peu comme pour John Williams, c'était vraiment un travail de copiste de luxe d'être orchestrateur pour Goldsmith. Donc il travaillait à une vitesse surnaturelle. Les années 90, toujours très prolifiques, lui permettent également d'écrire pour plusieurs Star Trek, dont Star Trek Premier Contact avec son fils Joel. Joel's doing, he's a sweet boy. Mentionnons également la musique du logo Universal et ses nombreux concerts à travers le monde pour lesquels il prend un réel plaisir. Mais, sur certains films, on peut malgré tout ressentir une implication amoindrie. On arrive à une période où Goldsmith est de plus en plus frustré par l'évolution d'Hollywood, par la façon de travailler avec les réalisateurs, par l'ingérence des producteurs de plus en plus marqués. Il y a des choses sur lesquelles il a vraiment fait le minimum syndical. Alors quand on s'appelle Jerry Goldsmith, qu'on a une technique absolument impeccable, le minimum syndical c'est déjà beaucoup plus que pour d'autres gens qui sont pourtant à leur maximum. Mais malgré tout, ça se ressent par une inspiration un petit peu moins marquée sur certains des projets sur lesquels il travaillait. Au début des années 2000, touché par la maladie, Jerry Goldsmith est contraint de refuser de nombreux films. De même, il abandonne en cours de route son travail de composition pour Timeline, où il aurait dû retrouver Richard Donner plus de 25 ans après le succès de La Malédiction. Les changements incessants de montage l'ont conduit à se désister du projet. Et c'était vraiment une période un peu crépusculaire pour lui. Ça ne l'a pas empêché de fournir quand même quelques belles choses. Il a quand même terminé sa carrière sur une ultime collaboration avec Joe Dante, qui est la version au cinéma des Looney Tunes, parce qu'il voulait absolument pas rater l'occasion de travailler avec son copain. Et on trouve dans la musique une vitalité de jeune homme en fait, c'est-à-dire qu'il était vraiment inspiré par le cinéma de Joe Dante, et jusqu'au dernier film ça se ressent. Très dynamique, le film lui permet de varier les genres musicaux, allant de l'ambiance James Bond à l'aventure safari, tout en se permettant des petits clins d'œil comme lorsque le héros entre dans une voiture de la marque AMC Gremlin où l'on retrouve le thème des Gremlins. Mais il n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout, il n'a pas pu tout faire. Il n'était pas suffisamment en forme pour ça. Donc il s'est fait aider par John Debney, qui a composé à peu près une demi-heure de musique dans le film additionnel. Il l'a aussi aidé pour les enregistrements, parce que Goldsmith n'était pas vraiment tellement en forme pour diriger l'orchestre. Et ainsi, voilà les toutes dernières notes écrites par Goldsmith pour le cinéma. Jerry Goldsmith disparaît le 21 juillet 2004 à l'âge de 75 ans. Sa musique aura su marquer bon nombre de films cultes, mais également des films tombés dans l'oubli. Si aujourd'hui on ne retient le plus souvent que quelques-unes de ses partitions pour le cinéma, c'est parce que beaucoup de films n'ont malheureusement pas trouvé grâce aux yeux du public. I think that also if a critic likes the film, he usually likes everything else that's in the film. I mean, I've written, I think, what are wonderful scores for films that the critics hated, and the music went quite unobserved. I've written scores that I don't think are my best for films that people loved, that the critics loved, and they commented how successful the music was. So in the end, I think that we all of us that are creative, really can only go by what we feel, what we are satisfied with. We have to satisfy ourselves. Il n'avait pas effectivement la notoriété d'un John Williams. Les deux ont construit une carrière assez phénoménale, mais Williams avait la chance d'avoir Spielberg, donc beaucoup plus de meilleurs films. Alors qu'à côté de ça, Goldsmith avouait lui-même, quand on lui posait la question sur la façon dont il choisissait les films, il disait qu'il n'était pas capable de voir en lisant un scénario si ça allait donner un bon ou un mauvais film.
Difficile de rendre un hommage exhaustif à cet artiste unique, tant ses bandes originales sont nombreuses. D'une richesse inouïe, sa discographie recèle de pépites d'une variété infinie et abordant tous les genres. Elle démontre à toutes les générations son sens du risque, sa subtile relation aux images et son amour profond pour ce que nous donne l'âme du cinéma, l'émotion. C'est d'une part l'adéquation parfaite à l'image, c'est-à-dire qu'il avait beau ne pas intellectualiser, il comprenait exactement ce dont le film avait besoin quand il fallait mettre de la musique. C'est pour ça aussi qu'il était un peu frustré sur la fin, à partir des années 90, parce qu'il y avait trop de musique dans les films. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette inventivité débordante qui était appuyée sur des bases très classiques, mais il s'est simplement appuyé là-dessus pour faire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment quelqu'un qui a encore aujourd'hui un impact marquant sur les compositeurs qui sont à l'œuvre. Donc Goldsmith n'est plus là, mais sa musique est toujours là, elle est toujours bien vivante, toujours aussi forte que ce qu'elle était à l'époque de la création pour les films. À chaque fois qu'il y avait un nouveau Goldsmith, moi j'attendais d'être à la fois en terrain familier et j'attendais en même temps à être surpris, à trouver de nouvelles idées, à trouver de nouvelles approches, de nouvelles utilisations des instruments. Goldsmith a nourri mon imaginaire, a nourri ma cinéphilie, a nourri ma passion pour la musique de film. Il était un peu à l'origine de tout ça. Donc, ouais, si j'avais l'occasion, j'aimerais bien lui dire merci. Mais je pensais pas que Goldsmith allait mourir. Pour moi, il était immortel. My future competition. I teach at UCLA. And I find these young people, they take, 6 months or whatever it is, and they're ready to, give me an $80 million feature to score in. And I say, you take whatever comes along. I don't care whether it's sweeping up the library. I'm humble enough to take whatever you can get. I was always fortunate that nothing came my way that I wasn't prepared for. And I was feeling sad because I didn't get this picture or this job or that, and looking back in hindsight, I wasn't ready for it. I took lesser things, I did lesser things, but I was always learning. And I think that one has to realize that life is a learning process, that one never stops. I mean, you start learning from the day you're born, you stop learning the day you die. But that's the most exciting thing about life as far as I'm concerned. We're constantly gaining new knowledge. So young people should be patient, and things will happen when they're supposed to happen. Okay. Thank you for your time. You're welcome.